Comme de nombreux marins, vous avez sans doute usé vos fonds de ciré sur un First. Pour ma part, c'était à bord d'un First Class 8 avec lequel j'ai découvert les joies de la régate, voilà un paquet d'années. En 2022, la gamme course croisière de Beneteau fête ses 45 ans, et depuis son lancement en 1977 avec le mythique First 30, les First ont bien changé, la dernière génération en est le témoin. Le First 36, qui navigue depuis le printemps, a été dessiné par un architecte bien connu de nos services, en Mini, en classe 40 et en IMOCA. Je veux parler bien sûr de Sam Manuar, qui a dessiné une carène puissante et confortable, qui plane des 15 nœuds. Le First 44, lui, a été dessiné par Roberto Biscontini. C'est un vrai petit yacht doté d'une version performance avec mât carbone et quille longue. Il sera dévoilé lors du Cannes Yachting Festival du 6 au 11 septembre. L'occasion idéale pour découvrir ces deux nouveaux First sur le stand Beneteau à Port-Canto. Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des événements, des formations, ainsi qu'un festival du film et un studio de production de contenu que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Pierre-Yves Lotrou et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 79e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le mardi 28 juin, il est 9h46 précisément à notre montre, à notre chrono, et nous allons parler du Pro Sailing Tour en Ocean 50 qui bat son plein actuellement puisque l'épisode 2, c'est comme ça qu'on appelle les étapes du tour. L'épisode 2 vient tout juste de s'achever à Brest et que débute jeudi dans 2 jours, l'épisode 3 qui aura lieu cette fois, qui aura pour cadre cette fois la baie de Saint-Brieuc. Nos 2 invités étaient de la partie la semaine dernière à Brest. Le premier à la barre de l'Ocean 50 Layton, dont il remplaçait le skipper habituel, Sam Goodchild. Il s'agit de Morgan Lagravière. Salut Morgan. Salut. Et Morgan qui doit être chez lui du côté au bord de la Laïta, non ? Eh oui, exactement. Bah tu connais bien. Hein. Dans la forêt. Je connais bien. Je suis venu une fois dans la forêt. Le second, lui, il fait partie cette saison de l'équipage de Solidaire en peloton Arcep de Thibaut Vauchel-Camus. C'est Vincent Rio qui, lui, doit être du côté de Port-la-Forêt. Salut Vincent. Salut. Et nous retrouvons notre comparse habituel, Axel Capron, le rédacteur en chef de Tip & Shaft, qui, lui, doit être dans sa propriété de Levallois-Perret, si je ne m'abuse. Dans son modeste appartement, oui. Bonjour. Modeste appartement. Tu dis pas ça quand tu payes le loyer chaque mois, Axel. Ça, c'est les loyers levalloisiens. Voilà. Axel, du coup, après ce petit intervalle immobilier classique habituel, est-ce que tu peux nous faire un petit point introductif sur ce Pro Sailing Tour ? Tout à fait. Donc la deuxième saison du Pro Sailing Tour a débuté au mois de mai à Bonifacio, où c'est Arkema mené par Quentin Vlaminck qui s'est imposé. L'épisode 2 a donc eu lieu de mercredi à dimanche dernier à Brest, avec des conditions variées. On va en parler avec Vincent et Morgan. Et la nette victoire finale de Layton, qui a remporté 4 des 6 parcours côtiers, avant d'enchaîner en s'imposant sur le défi des 24 heures. L'équipage mené pour l'occasion par Morgan a devancé Primonial de Sébastien Rogue et Arkema. Au classement général du Pro Sailing Tour, après 2 épreuves sur 5, c'est Layton du coup qui avait terminé premier de la saison 1 l'année dernière, qui est en tête avec 1 point d'avance sur Arkema et 4 sur Primonial. Les 3 prochains épisodes vont s'enchaîner en 10 jours avec un passage par la baie de Saint-Brieuc de jeudi à dimanche, puis par Causse de l'autre côté du Channel les 5 et 6 juillet, avant l'arrivée finale à Roscoff les 9 et 10 juillet, point final de cette deuxième saison du Pro Sailing Tour. Voilà, donc c'est un enchaînement assez intense qui attend les marins. Et juste au passage pour rappeler que Primonial qui finit deuxième du défi des 24 heures, je passe pour mémoire, il s'était fait rentrer dedans à Bonifacio et il a réparé son bateau, il a fait sa qualif, Sébastien Rogue, et il est venu faire deuxième à Brest. C'est quand même un sacré exploit logistique. Avant de revenir sur les régates passées et à venir, Vincent, Morgan, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment vous êtes retrouvés tous les deux impliqués sur ce Pro Sailing Tour ? C'est la première fois que vous naviguez sur le circuit.
Vincent, on commence par toi? Ouais, écoute, cet hiver, j'ai eu l'occasion d'échanger un peu avec certains coureurs du Pro Sailing Tour, et puis je leur ai fait part de mon envie de venir naviguer sur circuit. Voilà, Thibaut est le premier à avoir répondu, donc c'est pour ça que je suis avec lui cette année. Et puis je suis avec lui pour une mission un peu plus complète que de naviguer sur le Pro Sailing Tour, puisque je vais le router pour la prochaine Route du Rhum. Très bien. Donc comme quoi, dans la voile de haut niveau, il suffit d'envoyer des candidatures. C'est aussi simple que ça. C'est pas que le réseau. Morgan, toi, des conditions, c'est un petit peu différent, je crois. Ouais, effectivement. En fait, Sam Gutschel, qui est à la base un bon copain, m'avait proposé, en anticipant un peu la chose, d'éventuellement le remplacer sur cette semaine au cas où il serait devenu papa ou sur le point de devenir papa sur cette phase-là. Et c'est vrai que le contexte a convergé dans cette optique-là. Et ouais, ça s'est fait un petit peu tardivement, mais dans de bonnes conditions, parce que du coup j'ai débarqué 2 jours ou 3 jours avant l'épreuve là, pour la première fois sur ces bateaux-là, mais dans un contexte avec une équipe bien organisée, avec Sam qui était aussi présent au départ pour m'épauler un petit peu dans la prise en main du bateau. Donc voilà, ça s'est fait un peu à l'arrache, mais quand même dans de bonnes conditions. Et alors, est-ce que Sam est devenu papa? Parce que pour l'anecdote, je l'ai croisé à la kermesse de l'école vendredi, et il n'était toujours pas papa. En tout cas, ouais. Son ami qui était à côté de lui était toujours là. Ouais, c'est ça. En fait, on avait mis en place le fonctionnement dans le cas où, parce que c'est vrai que le terme devait être sur cette semaine-là. Et puis, il se trouve que ça traîne un peu plus que prévu, donc c'est pas forcément évident. C'est bon pour toi, ça. Ouais. Après, voilà, une fois qu'on avait initié la démarche, c'était difficile de revenir en arrière, mais je crois que ça a pas été forcément un moment facile pour Sam, parce qu'il se sentait pas forcément utile dans le projet, pas forcément utile dans sa vie perso, donc je crois qu'il rongeait un peu son frein, et je suis sûr qu'il sera plus que motivé pour essayer de rattraper le temps perdu sur les prochains épisodes. Axel. Ouais, Morgan, toi, tu sortais tout juste de la Sardinia Cup. L'enchaînement a été rapide. Tu es passé rapidement de Saint-Gilles, Croix-de-Vie à Brest. Comment on passe comme ça d'un Figaro de 10 mètres monotype à ces 50 pieds que tu découvrais, hein? Je crois que tu n'avais jamais navigué sur ces bateaux. Ouais, effectivement, la transition a été assez radicale dans la mesure où j'ai même pas eu une demi-journée, je crois, pour récupérer et gérer cette transition. Donc après au final, des fois c'est presque mieux que ça s'enchaîne comme ça. T'as pas le temps de te rendre compte que t'es fatigué et que voilà, il y a pas beaucoup de temps pour souffler. Mais non, ça s'est fait finalement assez naturellement. J'avais quand même l'habitude de gérer ces transitions entre le Figaro de temps en temps et l'Ultime, qui sont quand même, je pense, les deux supports les plus opposés qui existent. Mais voilà, ça s'est fait naturellement. Ça me rappelait plus finalement mes années de voile olympique, notamment sur les parcours bananes au début, sur les 2 premières journées. Donc voilà, après ça reste un bateau à voile avec un petit peu les mêmes manières de fonctionner que ce soit un Figaro, un Ultime ou un multicoque. Donc il y a pas mal de choses qu'on peut transposer d'un support à l'autre, mais je dirais que ça s'est fait sans trop se poser de questions, assez naturellement, et j'ai eu surtout la chance de bénéficier d'un projet avec une équipe qui était déjà bien construite, bien en place et bien organisée. Et là, tu t'es pas trop cramé physiquement, parce que la Sardinia, en tout cas la deuxième étape de la Sardinia Cup a été assez longue pour vous. Ouais, c'est sûr que la Sardinia dans son ensemble a été quand même assez exigeante, des conditions assez musclées sur la première étape, avec toute la traversée du Golfe, notamment 2 passages de front tout au près, une descente du Portugal au portant dans du vent fort. Donc c'est vrai que la première étape était déjà intense, et on a enchaîné sur une deuxième étape de 5-6 jours avec des dépressions orageuses, des conditions très compliqué, où avec beaucoup d'incertitudes, beaucoup de changements de voile. Je pense qu'on a dû faire pas loin de 200 changements de voile. Mais après c'est le Figaro, hein, c'est toujours plein de surprises, et puis ça a été quand même un bon moment avec un super équipage avec Tom Laperche là, c'était vraiment chouette, et humainement et sportivement. Donc quand ça se passe bien, c'est plus facile à faire passer la pilule, et puis c'est que des bonnes choses, hein. Et tu peux nous dire avec qui tu as navigué du coup sur l'Ocean 50, qui était à tes côtés à bord de Layton? Alors à bord du bateau, donc il y avait Aymeric Chapelier, qui est le boat capitaine, qui est le skipper là du bateau, qui connaît vraiment le multi comme sa poche, qui est vraiment en charge de toute la partie gestion de bateau, navigation. Il y avait aussi donc Pierre Pennec, qui lui était plus à charge des aspects tactiques, positionnement vraiment par rapport à la flotte, surtout sur les parcours courts. Aussi un peu avec moi sur plus le pilotage et la performance sur le offshore.
Et ensuite, on avait Devan Le Bihan qui était au réglage de phoques et aux colonnes là sur les parcours côtiers, les parcours bananes. Et Laurent Métro qui elle revenait quasiment en direct du CLGP, qui était numéro 1 sur le bateau. Donc voilà, c'est tous des éléments qui avaient déjà navigué sur le bateau et qui étaient déjà habitués à travailler ensemble. Donc quand je disais tout à l'heure que l'équipage était rodé, c'est pas pour rien. C'est des gens très compétents et qui en plus avaient déjà un fonctionnement bien rodé. Donc c'est plus facile de s'adapter dans ce cadre-là. Et toi, Vincent, donc toi, tu étais déjà, je sais pas, tu étais déjà à Bonifacio, Vincent, ou c'était ta première à Brest? Non, j'étais pas à Bonifacio parce que quand Thibaut m'a rappelé pour venir faire la saison avec lui, j'avais déjà des engagements à cette période-là, donc du coup, je démarrais là sur le Grand Prix de Brest. D'accord. Et comment tu as appréhendé la découverte de ce nouveau support? Est-ce que toi aussi tu as navigué aussi sur des gros bateaux, tu as fait beaucoup d'IMOCA, on va pas revenir sur ta longue carrière, mais comment tu as appréhendé un peu ce nouvel Ocean 50 et quel est un peu ton rôle à bord? Moi je suis passionné de multicoque depuis tout le temps et puis j'ai la chance d'en avoir fait pas mal au final parce que j'ai connu les grandes années de l'Orma, j'ai fait un peu de mode 70 à l'époque du mode 70, un peu du Ultime de temps en temps. Donc c'est vrai que quand je viens sur un support comme celui-là, je viens pas entre guillemets les mains vides. En plus, j'avais eu la chance d'en faire de l'Ocean 50 il y a 4 ans, je crois, ou 5 ans avec Erwan Leroux puisque j'avais participé à la Transat Jacques Vabre avec lui. Donc c'était pas quelque chose de complètement inconnu pour moi. Maintenant, je suis arrivé dans une équipe en cours de constitution parce qu'ils ont eu un début de saison un peu scabreux dans le sens où il y a eu plein de désistements en termes d'équipage sur la première épreuve, donc ça a été un peu de l'improvisation. Et puis là, on avait comme objectif de mettre en place l'équipage pour la suite du Pro Sailing Tour, donc ça a été assez dense, mais plutôt sympa avec plein de gens compétents et sympathiques. Maintenant ces bateaux-là ils demandent un petit peu d'organisation, ces projets-là aussi, et je crois qu'on s'est bien mis en route et qu'on a tous pris du plaisir autour de cette régate-là. C'est le principal, et notre objectif de la saison c'est de réussir à faire progresser ce groupe. C'est ce qu'on s'attelle à faire ces jours-ci pour préparer la deuxième épreuve. Alors du coup, tu peux nous dire qui constituait l'équipage? C'est un équipage qui a été remodelé, du coup, ce que tu disais. Pas remodelé, mais disons qu'il y a eu des désistements pour la première épreuve. Moi, j'ai pas pu participer à la première épreuve, donc forcément j'étais remplacé. Là à bord c'est donc Thibaut Rochelle, le skipper. Après on a Hugo Dallène qui est au réglage. On a Antoine Joubert au réglage. Et on a Aloïs Kerduel comme équipier d'avant, voilà. Et puis moi, j'ai en fonction la navigation, la tactique et puis forcément crocher dans les colonnes parce qu'à 5 sur un bateau comme ça, on n'est pas très très nombreux, donc il faut que tout le monde soit à la manœuvre. Pierre-Yves. Ouais, tous les deux, une petite question pour tous les deux. Comment on sait que le format du tour est assez spécifique. Les épisodes ont été inversés dans leur déroulé, c'est-à-dire que le format de 24 heures a été reporté en fin d'épisode. Comment est-ce que vous trouvez justement le format de ces épisodes qui alternent donc parcours plus court et puis parcours de 24 heures au large avec une nuit en mer? Est-ce que ça vous convient? Est-ce que ce mélange de genres est agréable pour vous qui êtes souvent coureur au large, mais qui avait aussi souvent de l'expérience entre travées? Comment vous le trouvez ce format? Vincent, on continue avec toi. Moi, en tant que marin, je crois qu'on peut pas rêver mieux. Maintenant, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que ça plaît aux sponsors, est-ce que ça plaît au public. Mais en tant que marin, je crois que de pouvoir déjà faire de l'équipage dans notre milieu franco-français où on fait quand même aujourd'hui beaucoup de doubles et de solitaires, c'est une chance. Et en plus d'alterner entre du large et du inshore, pour moi c'est un régal, hein. Je viens du monde de la régate, je viens de la monde des petits bateaux et j'ai fait beaucoup de courses en équipage, et dès que j'ai l'occasion de pouvoir en refaire, j'avoue que c'est des grands moments de plaisir pour moi. Morgan, comment tu trouves le format, toi? Ouais, écoute, moi je suis totalement d'accord avec Vincent, hein. C'est vrai que je trouve que le format de ce circuit-là, il coche un peu toutes les cases.
J'ai un peu le même passé que Vincent, notamment sur les supports voile légère, un peu en voile olympique aussi, et c'est vrai que ça rappelle un peu à nos premiers bons souvenirs, nos premières expériences, et c'est sûr que la course au large, au grand large en IMOCA et tout ça, c'est tout de suite des parcours assez longs où tu te retrouves tout seul. Voilà, c'est un format un peu différent, et de revenir un peu sur des formats plus courts, avec même du offshore qui est quand même globalement court parce que c'est qu'une nuit en mer. Moi, je sais que je me retrouve de plus en plus là-dedans, et là, je me suis éclaté comme pas souvent finalement sur des parcours plus longs. Donc voilà, après à chacun de trouver le schéma qui lui correspond le mieux, mais en tout cas personnellement, moi, je me suis vraiment éclaté, et je pense que je vais essayer de converger de plus en plus vers ce type de parcours-là. Donc voilà, c'était vraiment chouette. Et puis je pense qu'effectivement, ça plaît aussi aux partenaires, comme disait Vincent, dans la mesure où c'est un format qui permet et un circuit qui permet d'amener des invités, et notamment sur des courses. Les 2 journées d'Inshore, on a pu embarquer des partenaires de l'organisation et aussi du sponsor. Et ça, je pense que c'est une valeur ajoutée qui est exceptionnelle, parce que ça permet vraiment de vivre les courses de l'intérieur, et ce qui est infaisable, ingérable sur des IMOCA ou d'autres bateaux, parce que les bateaux s'y prêtent moins, ou les formats de course s'y prêtent moins. Donc j'ai tendance à penser que ce circuit, il coche un peu toutes les cases. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Finalement, il n'y a pas beaucoup de courses qui proposent ce type de format. Ouais, carrément. Le bateau est génial. C'est des bateaux qui sont simples, qui sont ultra performants, qui donnent beaucoup de plaisir à naviguer, qui ont un caractère aussi sensitif qui est vraiment mesurable. Les formats de course, on en a parlé. La dimension humaine, c'est vrai, de pouvoir partager finalement tout ce plaisir et tout ce bonheur en équipage. Je pense que c'est ce qu'on retient, hein. C'est vrai que de vivre les choses tout seul, c'est sympa. Le résultat mathématique, c'est toujours bien, mais toutes les valeurs et tout ce qu'on vit ensemble en équipage, ça a pas de prix, et c'est vraiment les choses qu'on retient dans le temps. Donc ça, c'est possible aussi sur des équipages comme sur le Tour Ocean 50. Donc non, honnêtement, je pense que le circuit, il a vraiment de beaux jours devant lui, et j'imagine que d'autres équipes vont se rattacher un peu au fonctionnement dans les années futures, et ça va faire qu'amplifier finalement toutes ces valeurs ajoutées, quoi. Raconte-nous un petit peu ton week-end, notamment le défi des 24 heures. Ça a l'air d'avoir été assez sportif. On a peu d'images, on va y revenir après, expliquer pourquoi. Comment se sont passées tes 3 journées? Écoute, le week-end, ça a commencé déjà par les 2 premières journées de parcours banane, où on s'était un petit peu entraîné sur ce format-là les 2-3 jours avant, donc c'était un peu le reproduire tous les automatismes et tout ce qu'on avait vu à l'entraînement précédemment. On est vraiment monté progressivement en puissance, nous, parce que c'est vrai que on partait de loin, dans la mesure où je connaissais pas du tout le bateau, et qu'il fallait qu'on mette en place un fonctionnement qui était le fonctionnement avec Sam Goodchild au départ. Donc voilà, il a fallu reconstruire un petit peu les choses, mais on l'a vraiment fait de manière très professionnelle, et avec une vraie motivation, une vraie volonté. Je trouve qu'on a vraiment progressé, on est monté en puissance heure par heure, pour être déjà dans le match dès la première manche du jeudi, parce qu'on a gagné la première course dès le départ dans des conditions plutôt light, qui sont pas forcément les conditions de prédilection du bateau. Donc voilà, ça commençait bien, ça nous a mis en confiance. On a enchaîné par des bons résultats sur les 2 journées, avec une deuxième journée un peu plus vantée, où pour le coup là on avait, je pense, un petit plus en vitesse qu'on n'avait pas la veille, et qui nous a permis de capitaliser encore plus sur ces performances-là. Et puis ensuite, ça s'est enchaîné avec le parcours des 24 heures, où là, étonnamment, je partais plutôt très serein, parce que voilà, l'exercice du large, je connais un peu mieux, surtout ces dernières années. Et puis je savais que dans ces conditions, le bateau était bien. On avait un équipage plus réduit, parce qu'on partait à 3 alors qu'on était à 5 sur les 2 journées de parcours côtier précédentes. Donc voilà, je trouvais c'était assez sympa, avec une surcharge de travail un peu plus importante. C'était cool. Et puis en fait, c'est vrai que dès qu'on est sorti de la rade, et qu'on a commencé à enquiller le Goulet de Brest, tout de suite été assez surpris du comportement du bateau dans la mer. J'ai l'impression que c'était vraiment plus le même sport, plus la même activité, avec un niveau d'engagement quand même un peu plus intense. Et là, je me suis dit waouh, ça va être quand même costaud l'histoire. J'appréhendais presque la nuit, parce que voilà, le jour c'est toujours plus facile avec le visuel, l'horizon, voilà, la gestion de l'environnement qui est plus simple. Et puis en fait, la nuit est arrivée, on a mis le pilote, et on s'est rendu compte qu'on arrivait à aller encore plus vite sous pilote. Donc ça a fini par bien se passer, mais je retiendrai quand même un niveau d'engagement qui est quand même super élevé sur ces bateaux. Et c'est vrai que le multicoque, je connais plus l'ultime moi ces derniers temps, et j'ai trouvé que c'était quand même beaucoup plus engagé que l'ultime.
Donc ce que je disais à l'équipe de Gitana hier, c'est que ça a été quand même une super préparation pour notamment la course qui nous attend cette semaine. Donc voilà, non, c'était vraiment chouette. Vincent, vous avez couru un peu plus derrière Layton, quoi. Hein, ils ont été largement dominateurs. Ouais, bah nous on n'était pas en place, donc forcément quand on est en train de mettre un équipage en place, c'est plus difficile de prétendre à performer. Hein. Enfin, je crois que Layton, sa force, et on l'a vu tout de suite dès le ponton. Hein, il n'y a pas eu besoin d'aller en mer pour se rendre compte qu'ils étaient en place, qu'ils étaient organisés, qu'ils s'étaient entraînés en amont et tout ça. Donc voilà. Non, on jouait pas le même jeu. Maintenant, on jouait un jeu assez intéressant dans lequel on a réussi à sortir notre épingle, surtout que sur la offshore, on casse notre grand Généqueur quelques minutes après l'avoir envoyé, donc du coup on se retrouve quand même bien pénalisé. Malgré ça, on a une équipe qui se démobilise pas et on arrive à finir la offshore en 4e place et on finit égalité de points avec le 3e, ce qui était quand même correct pour un début de championnat. Bon, maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de disparités là aujourd'hui dans la préparation des différentes équipes, mais c'est aussi ça qui est intéressant. Hein. C'est sûr que c'est passionnant d'arriver sur un équipage en place comme est celui de Layton pour Morgan, mais c'est tout aussi intéressant pour moi d'arriver sur un équipage où il y a beaucoup de choses à faire. Hein. Moi, ce que je soulignerais avec ces Ocean 50, c'est que c'est aussi une belle opportunité d'amener des nouveaux marins sur ces supports-là. Nous, à bord, on a des marins qui sont plus jeunes avec aucune expérience de multicoque et je trouve ça assez enthousiasmant de les accompagner dans cette nouvelle discipline, hein, parce que c'est un peu une discipline particulière de la voile et ça permet de découvrir des gens et de passer des moments super sympas où on fait quand même de la compétition parce qu'on est quand même là pour essayer de faire du résultat, mais on partage plein de choses, on partage plein d'expériences et surtout c'est quelque chose qui est mutuellement riche parce que ça permet de passer du temps avec des gens d'une génération qui sont pas la mienne et qui ont forcément une approche différente et je trouve que les deux s'enrichissent et que c'est plutôt épanouissant comme expérience. Tu soulignais que Layton était déjà bien en place, comme tu dis selon ton expression. Est-ce qu'il y a que ça qui explique leur domination ou est-ce que le bateau a intrinsèquement un peu plus de potentiel que les autres ou comment tu juges l'homogénéité technique de la classe? Je pense que Layton, c'est un bon bateau, c'est sûr. Le bateau sur lequel je navigue, il est un peu plus typé, mais c'est pas un mauvais bateau non plus. Je crois que Layton, il est sur une deuxième saison avec une équipe constante et ils ont travaillé dans la rigueur, donc ils ont su optimiser le bateau. Hein. Quand nous, en quelques sorties sur Solidaire en peloton, on a déjà ouvert pas mal de pistes de développement, alors qu'ils vont pas être réalisables comme ça sous quinzaine, hein, parce que toutes les échéances se suivent là. Mais non, je pense qu'aujourd'hui la classe elle est très ouverte, la règle elle est très intelligente. Je pense que si on prend le temps de mettre au point tous les bateaux qui sont sur l'eau là. Tous les bateaux peuvent être performants aujourd'hui et faire du résultat. C'est juste, c'est réunir les bonnes compétences, les bonnes expériences pour ce format de course, hein, qui est particulier et qui au final est assez nouveau. Même s'il faisait quelques grands prix avant, c'était pas fait aussi sérieusement que c'est fait aujourd'hui. Et voilà, et c'est ça qui est enthousiasmant, c'est que cette série elle a plein d'avenir, elle va avoir un niveau. Déjà, elle plaît aux marins. Hein, je crois que faut le dire, elle plaît aux marins, elle plaît beaucoup aux jeunes marins, et je pense que le niveau va assez rapidement grimper et qu'on risque d'avoir dans les années à venir des super régates et avec des bateaux qui ont beaucoup de disparité d'âge, mais qui n'auront pas forcément tant de disparité de performance. Il y a beaucoup de pistes de développement technique possibles sur les bateaux ? C'est des bateaux qui sont assez proches parce que la règle est assez serrée. Maintenant, on sait que quand les bateaux sont proches, les petits détails font la différence. Et oui, en naviguant ne serait-ce que quelques heures sur le bateau, il y a plein d'idées qui me sont venues. Donc, il y a plein de petites choses à faire. Hein. Alors, c'est pas de la monotypie non plus, mais rien que déjà en peaufinant quelques détails, je pense qu'il y a moyen de
bien améliorer la performance des bateaux et de celui sur lequel je navigue, Solidaire en peloton. Hein. Il faut il faut aller chercher les petits détails à droite à gauche, comme ont su le faire d'autres avant, pour réussir à je pense, à atteindre un bon niveau de performance et surtout un bon niveau de polyvalence, hein, parce que Solidaire en peloton est un bateau qui est plutôt typé large et typé conditions vantées. Axel. Et juste pour compléter, Vincent, est-ce que comme Morgan, tu trouves, toi tu disais tout à l'heure, tu as déjà fait une Transat Jacques Vabre avec Erwan Leroux, mais est-ce que comme Morgan, tu trouves que c'est engagé quand vous avez eu de l'air là sur le défi des 24 heures? Bah, le multicoque, ça reste engagé. C'est sûr que, moi, le truc, c'est que mon passé fait que j'ai fait de l'Orma. Voilà, un Orma, ça chavire à 8 nœuds. Il fallait 8 nœuds de vent réel pour le chavirer. Donc autant dire qu'on était sur le fil tout le temps. Un Ocean 50, pour nous, c'est une petite mobilette. Voilà. Maintenant, c'est vrai que ça mouille, c'est vrai que c'est instable, c'est vrai que, il y a pas mal de paramètres qui sont qui font que de toute façon, faire du multicoque océanique, c'est engagé. Maintenant, parmi ceux qu'on a connus, ils sont plutôt sages et plutôt sympas. Et c'est vrai que ça choque certaines personnes, mais moi je suis plutôt assez détendu sur ces petits trimarans. Je trouve que ce sont des bateaux plutôt sûrs et donc du coup des bateaux plutôt intelligents qui permettent de se faire plaisir. Je vais pas dire en toute sérénité, hein, parce que quand le vent rentre, on est comme sur tous les autres multicoques, on est sur le fil, mais avec plus de sérénité que ce qu'on a pu connaître par le passé. Quand on a connu les trimarans 60 pieds volage qui étaient les Orma, on relativise. L'originalité du Pro Sailing Tour tient aussi dans le fait qu'il fait l'objet d'une série. Hein. La saison 1 a été diffusée au mois de mai sur les antennes du groupe Canal+, qui veut dire des médiamens en permanence à bord. C'est un aspect que vous avez peut-être découvert, même si peut-être Morgan, toi tu es habitué sur le trimaran sur le trimaran du Team Gitana. Comment ça s'est passé avec ces médiamens et est-ce que ça change un peu la façon d'être à bord? Écoute, ouais, c'est sûr que c'est un petit peu différent des schémas habituels. Les médiamans, on a de plus en plus l'habitude d'en avoir à bord. Effectivement, sur le trimaran, on a Yann Rioux là qui est 24/24 présent sur ces aspects-là. Après, c'est vrai que je trouve que c'est encore plus je dirais pesant, on va dire, sur le Ocean 50 Tour, parce que vraiment la personne qui est là s'intègre vraiment au fonctionnement habituel. On a là aussi le fait d'avoir un micro en permanence sur la tête qui est pas forcément très intégré, qui peut être parfois un petit peu gênant. Ça change aussi un petit peu la donne. Après, on est tous conscients que c'est des aspects importants aussi pour l'activité, pour le circuit et pour les différents acteurs finalement de tout ça. Donc c'est une contrainte, c'est une contrainte et en même temps ça permet d'avoir des choses positives derrière, des belles images, du son. Après sur le comportement en lui-même, franchement, tu l'oublies assez vite, hein, le micro, tu oublies assez vite que tu es enregistré et très très rapidement, je pense que tu viens dans un fonctionnement que tu adopterais en temps normal sans tout ce pataquès autour. Donc voilà. Après, c'est vrai que quand tu joues ce jeu-là, quelque part, t'as aussi hâte de voir ce qui va en ressortir pour pouvoir profiter de tout ça aussi. Est-ce que tu as vu la saison 1? Est-ce que tu as vu des épisodes déjà? En fait, j'avais regardé simplement moi le Grand Prix de Brest pendant la Sardina là sur l'escale au Portugal pour justement mettre un petit peu dedans, parce que je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et j'ai pris pas mal de plaisir à regarder ces images-là, et c'est pour ça que c'est un bon facteur de motivation aussi, de se dire que derrière ça va donner lieu à des choses quand même sympas visuellement et des beaux souvenirs. Donc non, ça mérite de faire le truc à fond, ouais, carrément. Et toi, Vincent, comment ça s'est passé avec votre médiaman à bord? Ça s'est bien passé, hein. Non, je crois qu'aujourd'hui le médiaman il fait partie des équipages, donc c'est pas vraiment un sujet, hein. Maintenant, après, moi j'ai pas regardé encore la première saison. Il faut que je me mette le nez dedans un peu. J'ai pas eu le temps, mais je vais regarder avec beaucoup d'attention. J'espère juste qu'on n'a pas dit trop de bêtises, parce que je pense que à bord de Solidaire en peloton, on a fait comme si on n'avait pas de micro. Donc peut-être qu'on sera déçu quand on regardera la saison 2 l'année prochaine de pas avoir mis plus de filtres, mais là c'est sûr qu'on en a pas mis.
Je veux dire, à part. C'est tout l'intérêt. C'est tout l'intérêt, c'est qu'il n'y ait pas de filtre, hein. Pour nous, pour nous spectateurs, hein. Ouais, c'est l'intérêt. Bon, bah alors à ce moment-là, on dira qu'on a joué le jeu. Maintenant, est-ce qu'on va être fier de nous? Voilà. Je sais pas. C'est sûr qu'on a joué le jeu. Et ouais, le seul truc qui m'a galéré, c'est le micro, parce que c'est un micro avec un support qui tient sur les oreilles, et quand on porte les lunettes plus le micro, là, il y a des moments, je m'en sortais plus, quoi. Il y a soit les lunettes qui tombaient, soit le micro qui tombait, et donc, je pense que je vais bricoler un peu, mercredi, jeudi, à 5 le matériel fourni par la production, parce que là, c'est pas adapté, mais c'est vraiment qu'un détail technique, on va dire, dans l'esprit, c'est sûr que c'est sympa, et puis voilà, je crois que ça fait partie de notre sport aujourd'hui. Si on n'est pas raccord avec le fait de médiatiser, puis de ramener un petit peu toutes les émotions qu'on peut vivre en mer, on n'a plus trop de place dans cette discipline aujourd'hui. Et là, sur cet épisode, ils vous ont filmé que en mer, ou ils vous ont suivi un petit peu à terre aussi? Nous, on a été filmés en mer, donc je sais pas, pendant une journée d'inshore et pendant les 24 heures. D'accord. Et vous, Morgan, pareil, vous en suivez uniquement en mer? Vous n'avez pas eu un médiaman qui vous suivait à terre pendant entre les régates? Non, effectivement, comme pour Vincent, hein, on a été filmé sur la deuxième journée des parcours côtiers, et puis aussi sur les 24 heures. Mais non, voilà. Après, c'est vrai que c'est comme dit Vincent, on en a de plus en plus l'habitude, hein, finalement, de ce fonctionnement-là, et on sait que ça nous sert directement. Donc voilà, même si le micro était un peu une contrainte, je pense qu'il y a beaucoup plus d'avantages à tout ça qu'autre chose, quoi, carrément. Deux petites questions sur le sujet. Est-ce que vous avez été briefé sur le langage, parce que vous savez, sur la première saison, et on voit que justement, comme il n'y a pas de filtre, vous parlez de manière assez cash. Quand je dis vous, c'est l'ensemble des intervenants. Est-ce qu'on vous a dit de faire attention à vos propos? Ouais, non, on n'a pas eu de brief de ce côté-là. Voilà, je crois que c'est ce qu'ils veulent, c'est du sans filtre, et nous, on leur a donné ce qu'ils voulaient, donc je sais pas si c'est bien, mais non, on n'a pas eu de brief là-dessus, et c'est pas organisé. Et je pense que c'est certainement le mieux, parce que c'est pas la peine non plus d'aller vendre quelque chose qui est scénarisé ou quelque chose qui est forcé. Je suis pas sûr que ça ait un grand intérêt. Enfin, au moins, ce sera. Enfin, voilà, ça. Si on arrive à garder des expériences comme ça sans filtre, ça permettra au moins de donner quelque chose d'un peu original. Moi, je faisais allusion au fait que pendant le Célance Film Festival, les Thibaut Vauchel-Camus ou Sébastien Rogue, qui se voyaient sur grand écran en train de parler, ils disaient mais on dit vraiment trop de gros mots. Ils s'en rendaient compte sur grand écran devant leurs enfants. C'était plutôt à ça que je faisais allusion, plutôt qu'aux éléments de langage pour polisser la communication. Vincent, on continue avec toi. Tu vas faire le prochain épisode. C'est quoi l'objectif pour vous sur l'épisode suivant? L'objectif, c'est de réussir à progresser, à faire progresser l'équipe, hein. Je crois qu'on s'est pas mis d'objectif comptable. Maintenant, on a un peu de handicap parce qu'on a on a déchiré notre Gineker, et que on n'est pas encore tout à fait sûr de le réparer avant la fin de la semaine. Et alors, l'Ocean 50 a des règles qui sont intéressantes, entre autres des règles de limitation de voile et de matériel, mais on dispose pas de voile de rechange de niveau équivalent. Donc, si jamais on n'arrive pas à récupérer la voile réparée fin de semaine, on sait que techniquement ça va être un peu compliqué. Maintenant, c'est le jeu, et dans ces équipes de Pro Sailing Tour, il y a des plus ou moins grosses équipes avec des plus ou moins gros budgets. Donc, on sera obligé de se débrouiller avec ce qu'on a, et donc notre idée générale, ce sera clairement de réussir à mieux coordonner notre équipe, à être mieux organisé pour être capable de prendre les bonnes décisions et de faire le meilleur résultat possible. Axel. Morgan, toi, donc tu es passé d'un Figaro 3 à un Ocean 50, et là tu vas doubler la taille, hein, même plus que doubler la taille, puisque tu retrouves le Maxi Edmond Rothschild en vue de la Finistère Atlantique Challenge Action en France, c'est son nom complet, qui s'élance vendredi avec 4 ultimes au départ de Concarneau. Comment tu vois cette nouvelle course? C'est un parcours de 3500 000, je crois qu'il passe par, si je me trompe pas, Madère, Canaries et les Açores, c'est ça? Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, 3500 000 au programme en équipage, avec
finalement la même configuration d'équipage que sur le trophée Jules Verne et que les différents Fastnet qu'on a pu faire chez Gitana. Donc voilà, non, c'est cool. Ça va être, c'est 3500 milles, mais sur un ultime, c'est à peine plus qu'une étape de la solitaire du Figaro en termes de temps passé en mer. Donc avec un rythme qui est un petit peu plus cool aussi que sur un Figaro, parce qu'on est quand même maintenant bien rodé avec un rythme à bord qui permet d'être tout le temps frais, reposé. Le bateau est au top, en tout cas. Donc il y a beaucoup de travail qui a été fait depuis ces dernières années, et donc non, ça va être plutôt du plaisir que de l'appréhension et que du stress. C'est vrai que maintenant, ça fait maintenant 3 ans qu'on navigue dans cette configuration-là, donc on commence à avoir tous un peu nos automatismes à bord et nos responsabilités. Mais voilà, ce qui va être chouette, c'est la confrontation avec d'autres bateaux qu'on a peu finalement dans cette classe de bateaux-là. Donc voilà, avec un Banque Populaire qui a bien progressé, avec Actual qui est aussi en train de monter en puissance, et puis Sodebo qui a des nouveaux foils avec un super équipage aussi. Donc non, ça va être super chouette. Et puis même si ça s'enchaîne pas mal en ce moment, c'est des supports différents, des équipes différentes, comme je le disais tout à l'heure. Donc il y a toujours beaucoup d'envie, beaucoup de fraîcheur, et moi je suis épanoui à 200%. Donc ça, c'est vraiment cool. Et est-ce que pour vous, le bateau a encore évolué l'hiver dernier? On rappelle que c'est un bateau qui a été mis à l'eau en 2017, qui est maintenant très optimisé, qui a gagné quand même pas mal de courses. Est-ce que vous l'avez encore fait évoluer l'hiver dernier? C'est des bateaux qui évoluent en permanence. De toute façon, il y a énormément. Le plus gros de la ressource humaine, c'est des équipes techniques, donc plus que des équipes navigantes. Donc ça veut dire que vraiment les aspects techniques sont prédominants, et puis effectivement, que ce soit pour fiabiliser le bateau ou pour l'optimiser, il y a des évolutions permanentes finalement sur le support. Donc oui, il n'y a pas une journée qui passe où il n'y a pas un point de la job list, une optimisation qui permet d'aller de l'avant ou de sécuriser un peu les différents systèmes. Donc voilà, non, c'est sûr que tout a progressé, et aussi dans notre utilisation. C'est vrai que c'est quand même des bateaux. On voit sur un Figaro, on continue à progresser et gagner en vitesse au bout de 10 ans. Donc sur des bateaux comme ça, beaucoup plus complexes, où on navigue beaucoup moins, globalement, les marges de progression, elles sont énormes. Donc voilà, on continue à se poser plein de questions et à essayer de comprendre tous les systèmes pour pouvoir essayer de gagner non pas des dixièmes de nœuds, mais des nœuds des fois. Donc ça, c'est vraiment passionnant. Ouais, toi à titre personnel, tu as pris un peu plus de galons entre guillemets dans cette équipe. Je crois que Franck Hamas a annoncé son départ il y a quelques semaines, et du coup je crois que tu es passé skipper remplaçant de Charles Caudrelier en vue de la Route du Rhum. Est-ce que ton rôle d'une façon assez globale a évolué dans l'équipe vers justement plus de responsabilités? Sur la course, sur la Finistère Atlantique, je dirais non, parce que Franck déjà est toujours à bord, et puis on a un fonctionnement où vraiment qui est dominé par Charles et Franck avec leurs responsabilités, qui est très bien comme ça. Et puis moi j'aime bien aussi essayer d'être une petite valeur ajoutée par rapport à leur fonctionnement de base. Donc ça a fonctionné comme ça précédemment, il n'y a pas de raison qu'on change. Moi, je m'éclate vraiment sur les aspects pilotage et sensitifs sur le bateau. Donc, je trouve que cet équipage-là, globalement, il fonctionne parce que il n'y a pas du tout de concurrence en interne. Chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, et voilà. Et moi, je sais que je suis axé sur vraiment sur les heures de bar, et sur les petits côtés sensations. Et puis Charles et Franck ont plus les responsabilités, la navigation, la stratégie. Franck, il comprend parfaitement le bateau sur tous les aspects techniques et réglages, et puis voilà, on a un fonctionnement qui marche comme ça et qui marche depuis des années. Donc il n'y a pas de raison qu'on change les choses au travers des l'évolution des responsabilités des uns des autres. Après, c'est vrai que sur la suite du programme, où Franck effectivement a priori part vers d'autres perspectives, et qu'il fallait trouver un remplaçant pour Charles, voilà, Gitana m'a proposé ça, la direction m'a proposé ça. Ça veut tout et rien dire, si ce n'est que ça me permet moi de passer un peu plus de temps en interne avec les équipes techniques aussi, pour décortiquer et comprendre un petit peu tous les systèmes, parce que utiliser le bateau c'est une chose, mais utiliser les systèmes, c'en est une autre, qui est probablement plus complexe que simplement tourner les colonnes et régler les voiles. Donc c'est là-dessus qu'il y a beaucoup à faire, et que j'ai énormément à progresser. Donc le début de saison a été un peu coupé par les différentes courses Figaro, Ocean 50, etc. Et la deuxième partie de la saison devrait être plus axée sur la compréhension du bateau et la découverte du bateau un peu plus en profondeur et en équipage réduit. Donc voilà, mais c'est vrai que d'avoir cette casquette-là et ce rôle-là, ça m'a permis d'ouvrir un maximum de portes sur les aspects techniques, d'avoir un peu plus aussi de
de temps et disponibilité de Charles et de tout l'équipage par rapport à ce rôle que j'ai à remplir et potentiellement à assumer s'il devait se passer quelque chose. Donc voilà, là on est un petit peu dans la préparation aussi de la qualification, parce que maintenant que Charles est qualifié, ça va être à moi de me qualifier en tant que skipper remplaçant. Donc voilà, ça reste quand même 1500 000 à faire en solitaire sur le bateau, c'est pas anodin. Donc il va falloir et trouver le temps pour le faire et me former pour que je sois en mesure de le faire intelligemment et sans abîmer le bateau. Donc voilà, ça va être un petit dossier après les différentes courses de cet été. Un petit peu d'appréhension à aller naviguer tout seul sur un bateau comme celui-là? Bah oui, forcément, parce que ça reste quand même des grosses machines, mais surtout l'appréhension de pas abîmer le bateau pour l'équipe et puis pour Charles qui a un vrai programme sportif derrière. Donc non, je pense qu'il va falloir faire les choses calmement, le mieux préparé possible et c'est une vraie qualif, hein, c'est pas une qualif en. C'est une qualif en solo. Alors je pense qu'il y a peut-être possibilité d'avoir un vrai médiaman à bord, donc en l'occurrence Yann Rioux. Mais voilà, ça reste 1500 000 à faire quand même. Et puis j'ai envie de le faire quand même correctement, même si on va essayer de mesurer les conditions associées. Mais l'idée c'est pas de le faire avec un J3 et de le faire plutôt dans des conditions pas courses, mais dans les vraies conditions de navigation du bateau. Donc voilà, on va construire tout ça, planifier tout ça pour que ça se fasse le mieux possible. Et du coup, est-ce que tu vas jouer un rôle dans la cellule routage sur la route du Rhum avec Charles? Je serai présent dans la cellule. Après, de là à avoir une valeur ajoutée, c'est pas forcément le truc dans lequel je m'éclate le plus et que je suis le plus compétent. C'est plus pour aussi m'imprégner de ces aspects-là si à terme je devais prendre la place de Charles ou à court terme ou même par simple curiosité et envie de progresser et d'apprendre sur ces sujets. Donc peut-être que je peux avoir des petites valeurs ajoutées sur les aspects plus utilisation de bateau ou réglage ou dans une cellule de routage. C'est vrai que le routage c'est pas que la météo, mais c'est aussi comment on se sert du bateau avec cette météo là. Donc c'est peut-être un peu plus complet. Et puis de toute façon à partir d'aujourd'hui je vais avoir quelques actions avec Thomas Ruyant là sur la performance de Lint-Out, mais sinon la majorité de mon temps sera associé au trimaran et à ce rôle de remplaçant et de performeur dans l'équipe Chitana. Vincent, toi, la route du Rhum, elle va se passer à terre pour toi. Tu vas router Thibaut Vachel-Camus. Ça va être quoi ton rôle dans l'équipe en plus de naviguer d'ici la route du Rhum? Tu vas les accompagner de manière un peu plus globale ou comment ça va se définir ton rôle? Je vais surtout préparer les outils nécessaires au routage, donc travailler sur l'analyse de performance un peu du bateau en solitaire, voilà. Et puis forcément faire un peu de conseils pour Thibaut sur la préparation spécifique du solitaire. Mais voilà, c'est pas une grosse mission, hein, ça reste des petits projets qui ont ils sont à 3 à plein temps sur un projet comme celui-là, donc le routage d'un bateau comme celui-là sur la route du Rhum, c'est pas des missions aussi globales que ce qu'on peut avoir dans des séries où les équipes sont beaucoup plus grosses, mais ça reste néanmoins intéressant et voilà. En plus, je pense que Thibaut il a vraiment tout ce qu'il faut pour réussir une course comme la route du Rhum, donc c'est un projet qui sur la partie solitaire et offshore en fin de saison se veut ambitieux, et je pense que on va essayer de tous travailler pour réussir à ce que le bateau et le skipper soient au meilleur niveau et essayer de faire en sorte qu'ils fassent la meilleure prestation sur cette route du Rhum. Tu nous as dit juste avant qu'on enregistre que tu allais bientôt prendre des vacances et que ça t'était pas arrivé depuis presque 20 ans. C'est aussi quasiment les premières saisons où tu n'as pas de projet à plein temps, soit comme chef de projet, soit comme navigant. Tu goûtes un petit peu ce plaisir d'aller picorer les projets à droite à gauche ou t'as une frustration de pas avoir de projet à toi? Non, j'ai aucune frustration, hein, parce que c'est ce qui m'arrive, c'est volontaire, c'est choisi, donc ce serait dur de dire que j'ai une frustration. Non, je suis ravi, je l'ai déjà fait à plusieurs occasions. J'avais pris 2 années de break dans les 15 ou 16 ans que j'ai fait avec PRB en IMOCA. À chaque fois, j'étais retourné faire du multicoque, faire de la régate en équipage parce que c'est ce que j'aime. Et donc, aujourd'hui, je fais ça sans frustration. Moi, je fais pas que l'Ocean 50, hein, j'ai fait un peu de classe 40. T'es champion du monde de classe 40. Je suis aussi, champion du monde. C'est un bien grand mot. Mais non, je fais aussi beaucoup de
de prestations techniques, de coaching. Je le fais pour le Pôle France à Port-la-Forêt, je le fais pour différents coureurs en IMOCA avec des niveaux très différents, donc c'est assez sympa et assez riche. Aujourd'hui, ma vie est bien occupée. C'est vrai que je vais picorer à droite à gauche dans les projets, mais je trouve ça très riche et plutôt passionnant, et puis ça me fait du bien parce que ça me permet aussi de prendre un petit peu plus de temps pour moi, pour ma famille. Et cet été, je vais avoir la chance de prendre 4 semaines de vacances, chose qui, je pense, m'est jamais arrivée. Donc c'est plutôt sympa aussi. Donc non, je me plains pas. J'ai une belle vie en ce moment. T'avais évoqué à un moment ton intention de revenir sur la solitaire du Figaro, et ça ne s'est pas fait. Est-ce que ça reste un projet qui est dans un coin de ta tête? Ouais, c'est un projet qui est dans un coin de ma tête, mais j'ai eu quelques petites difficultés lombaires ces derniers mois, donc c'est sur la bonne voie, hein, c'est en train de me remettre, mais clairement, ces problèmes physiques me permettaient pas d'être dans un niveau de performance correct à la solitaire du Figaro, donc j'ai préféré renoncer. Donc j'ai aussi fait le choix de pas me faire trop de plans sur la comète. Je vais attendre que tout ça se remette en ordre, et puis à l'issue, qui j'espère est proche, je ferai des choix et j'orienterai la suite de mon programme, hein, selon mes capacités, parce que ça reste quand même un sport, la voile, et aujourd'hui, si on n'a pas toutes ces capacités physiques, c'est compliqué d'aller se battre, surtout en solitaire. Donc voilà, en attendant, j'ai la chance d'avoir des activités qui sont assez passionnantes, enfin toujours qui sont autour de ma passion, qui est la voile et la course, et je m'en réjouis. Et je sais parce qu'on en a déjà discuté tous les deux, mais tu t'occupes notamment du projet de Damien Guillou, qui est un projet très original, on va dire, et qui arrive bientôt, qui va bientôt partir, qui est celui de faire la Golden Globe Race, enfin la réminiscence de la Golden Globe Race. Tu nous avais raconté, c'était vraiment un projet très étonnant, parce qu'il fallait beaucoup travailler pour préparer le bateau dans des conditions assez particulières. Ouais, c'est un projet complètement en marge, hein, complètement différent de tout ce que j'ai fait aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est aller faire de la course et de la performance, mais sans la haute technologie, avec une technologie bloquée à ce qu'était l'état des bateaux de course dans les années 70. Donc c'est quand même assez ancien. Mais bon, c'est un projet qui est intéressant parce qu'il tourne beaucoup autour de l'humain, hein. Je crois que c'est un vrai défi que d'aller se faire ce tour du monde avec un petit bateau de 10 mètres et avec très peu de moyens techniques au final. Donc on travaille avec Damien là depuis 1 an et demi déjà pour préparer cette course, parce que c'est quand même bien une course. Et voilà, c'est une façon différente de se torturer le cerveau pour atteindre la performance, hein. Mais c'est pas intellectuellement moins intéressant que les bateaux de course modernes. C'est un exercice qui me plaît beaucoup, et voilà, de pouvoir suivre Damien, l'aider et réfléchir à ses côtés sur comment faire pour que son projet réussisse. Ça occupe un peu de temps, et puis franchement ça m'a beaucoup obligé à me remettre en question, et c'était un projet très intéressant, donc qui prendra, enfin une course qui prendra le départ au mois de septembre. Donc on est proche de la fin. Voilà, aujourd'hui Damien il part naviguer pour la première fois avec son bateau en conditions de chargement complète, donc avec la nourriture, l'eau et tout ça. Et c'est vrai que c'est déjà quelque chose d'assez impressionnant, hein. On est content d'avoir réussi à faire ça quelques mois avant le départ, et voilà, on imaginait que ça allait pas être simple, et c'est pas simple, parce qu'un petit bateau de 10 mètres quasiment complètement rempli, c'est quand même assez impressionnant. Ouais, parce qu'il part avec 200 jours de nourriture, 600 litres d'eau. Mais même, tu m'avais raconté qu'il fallait retrouver des cassettes audio. Enfin, c'était un univers de contraintes très très différent de d'habitude, quoi, hein. Ouais, il y a plein de choses qui sont compliquées. La navigation déjà, parce que naviguer à l'estime et au sextant, c'est pas hyper simple. Après, rien que dans la navigation au sextant, problématique. Il faut être capable de mesurer le temps, il faut être capable d'avoir une heure correcte à bord, d'être capable de recaler son heure par rapport aux outils dont il dispose, hein. Le seul outil dont il dispose, c'est la BLU, donc c'est une radio longue distance. Des outils qu'on n'utilise plus depuis des dizaines d'années, hein, parce que moi j'ai dû faire ma première transat en 93, et on faisait les vacations radio en BLU, et c'était la dernière, je crois qu'il n'y en a pas eu depuis.
Donc c'est un très très vieux souvenir pour moi et c'est quelque chose que Damien n'avait jamais connu. Donc il a fallu remettre tout ça en place, retrouver les sources d'informations, réfléchir à comment faire une formation météo pour Damien autour du monde avec le peu d'informations dont il dispose. Enfin, il y a eu plein de choses. Et puis, tous les petits sujets techniques. Par exemple, pour enregistrer la distance parcourue pour le bateau, on avait le droit qu'au log enregistreur de l'époque. Donc, c'est des logs poissons. Ce sont des instruments qui sont plus fabriqués. Donc, il faut les retrouver dans les greniers. Il faut certaines fois les réparer, il faut reconstruire des pièces pour les faire fonctionner. Donc à tous les étages, c'est un vrai défi, mais voilà, c'est une expérience rigolote et c'est vraiment pas simple. Il y a certains jours où je me suis dit que c'était largement plus simple de préparer un Vendée Globe que de préparer une Golden Globe Race. Voilà, on a les deux extrêmes entre ce projet-là et Morgan qui navigue sur JTH. Je pense qu'on a les deux bouts du spectre. Axel. Oui, justement. Alors, on parle d'un tour du monde en 200 jours à peu près. Morgan, vous, c'est un tour du monde en 40 jours que vous visez pour la fin de l'année sur le Maxi Edmond Rothschild, qui va donc enchaîner Route du Rhum normalement et Trophée Jules Verne. C'est ambitieux comme programme. C'est faisable. L'année dernière, vous aviez déjà l'ambition d'enchaîner Transat Jacques Vabre et Trophée Jules Verne. Ça ne s'était pas fait parce que je crois que le bateau avait été abîmé lors du convoyage retour. Comment tu vois ce défi et comment tu vois déjà le défi de Damien Guillou par rapport à celui-là quand tu viens d'entendre ce que dit Vincent? Écoute, pour le défi de Damien Guillou, je pense que je suis tellement loin de toute cette manière de naviguer, etc., qui est finalement pas du tout de ma génération. Je suis admiratif. Après, de là à juger les choses, je suis incapable de le faire parce que je me rends pas du tout compte de ce que c'est finalement ce concept de navigation, ces outils, etc. Vincent en a très bien parlé. J'écoutais ça avec les oreilles bien ouvertes, mais ouais, je me rends. Mais Damien, il est de ta génération, Damien, hein, précisément, c'est pas. Ouais, exactement, et carrément de ma génération. Et j'ai même navigué d'ailleurs en voile olympique. Voilà, en 49er. Exactement, on a fait une épreuve à Weymouth sur le plan d'eau des Jeux Olympiques de Londres. Là, on a fait une épreuve ensemble qui s'est d'ailleurs très bien passée. Et c'est vrai que Damien est plus finalement de ma génération, donc c'est un grand coup de chapeau que d'être capable de faire un retour en arrière de cette manière-là. Passer du 49er à ces bateaux-là, c'est vrai que c'est le grand écart, mais écoute, il a l'air de s'éclater et puis il est surtout bien accompagné pour pouvoir mener à bien ce projet. Donc il y a qu'à lui souhaiter de belles choses, qui réussira, j'en suis sûr. Donc voilà, et c'est sûr qu'effectivement c'est le grand écart par rapport au projet des ultimes et des multicoques volants. C'est ambitieux de faire un trophée Jules Verne, bien sûr, parce que ces technologies-là sont quand même assez récentes. Les bateaux vont extrêmement vite et les problématiques associées sont quand même assez conséquentes. Donc on l'a vu sur les tentatives précédentes. Ce qui nous bloque aujourd'hui, c'est pas la performance, c'est plus la fiabilité des systèmes sur le long terme. Donc c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure, mais techniquement il se passe plein de choses. Techniquement les équipes sont quand même bien étoffées pour essayer de relever ces défis-là. Et voilà, on va cet hiver, en tout cas en interne avec l'équipe Gitana, on va essayer de tout mettre en place pour s'aligner à nouveau sur une tentative si le contexte technique nous le permet, si le contexte météo nous le permet aussi. Mais voilà, après avec l'incertitude qu'on aura la capacité d'avoir le bateau dans son état maximum, on va dire, jusqu'au bout. Après, les retours d'expérience, ils sont aussi dans la manière d'utiliser le bateau. C'est vrai que c'est des bateaux qui sont extrêmement rapides à 100% et qu'on a tendance à pousser dès le début au maximum, mais peut-être à nous de faire attention aussi dans la manière de les utiliser et de lever le pied un peu plus tôt que ce qu'on avait l'habitude de faire pour préserver la machine, préserver les systèmes et être capable d'aller au bout du défi, quoi. Donc voilà. Mais bon, ça fait partie aussi de l'expérience et de l'apprentissage de ces bateaux-là, hein. Sûr que ça reste quand même encore des nouveautés et la nouveauté, faut prendre le temps de se l'approprier aussi. Donc voilà.
Tu peux nous rappeler juste la composition de l'équipage en mode Jules Verne? La composition de l'équipage, comme j'en ai un peu parlé là sur la course de la semaine prochaine, la Finistère Atlantique, ça va être la même que les années précédentes. La seule incertitude, c'est le rôle de Franck Camas qui sera certainement parti dans d'autres perspectives. Voilà, donc après, je sais pas comment Charles envisage la chose, comment l'équipe envisage la chose, s'il y a un remplaçant et qui sera cette personne-là. Donc voilà. Mais la base de l'équipage reste la même et avec voilà les mêmes casquettes des différents acteurs, quoi. Donc voilà. Mais je pense que c'est-à-dire c'est David Boileau, Erwan Israël. Exactement. David Boileau qui restera le capitaine, un peu le boat capitaine et le MacGyver du bord sur tous les aspects techniques que j'essaye d'épauler. C'est vrai qu'une personne c'est pas forcément suffisant, en tout cas quand il y a des pépins. Donc moi j'essaie de faire un peu sa petite main sur les aspects techniques quand j'en ai la possibilité. Après Erwan Israël qui est on fait tous de l'utilisation de la navigation sur le bateau parce qu'on est que 2 en général en quart quand le bateau est réglé en ligne droite, donc tout le monde est capable de barrer et de régler le bateau. Après chacun a un peu ses petites spécificités, ses corps de métier. Donc David la technique, Erwan un peu plus la navigation et les systèmes avec Charles. Franck et Charles le leadership et tout le management et la stratégie, moi un petit peu plus le pilotage et la partie on va dire performance, et Yann qui aussi navigue avec nous et qui lui a forcément à charge un peu la partie prise d'image, médias et valorisation de tout ça. Donc voilà. Vincent, toi, tu as déjà navigué en ultime, hein, tu l'as dit, tu avais un projet à une époque de racheter l'ancien Sodebo. Est-ce que ça fait toujours partie de tes objectifs de naviguer sur ces grands bateaux? Je crois que oui, ça me plairait bien de renaviguer en ultime. Maintenant, aujourd'hui, avoir un projet, c'est compliqué. C'est vrai que j'ai un peu lâché l'affaire déjà parce que j'avais passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie à essayer de trouver des fonds et que la période n'était pas hyper propice parce qu'il y avait eu plein de reports les échéances de la classe ultime avaient été reportées, donc ça avait été plutôt pas simple à vendre. Non, c'est sûr que en tant que marin, je crois qu'il n'y a pas plus beau bateau pour naviguer sur la planète et j'ai aucun doute là-dessus. Après, monter des projets en ultime aujourd'hui, je pense qu'il faut encore attendre que la classe se stabilise un petit peu, que le premier tour du monde en solitaire ait lieu. Enfin voilà, il y a sûrement des choses à faire, mais bon, c'est vrai que aujourd'hui j'ai fait le choix de prendre un petit peu de distance en attendant que tout ça finisse de s'organiser. On connaît tous le contexte difficile des ultimes du moment. Maintenant, il y a plein de belles perspectives, il y a plein de courses qui vont avoir lieu dans les 2 ans à venir, et je pense qu'à l'issue, ce sera plus simple d'être capable de proposer quelque chose de vraiment construire un partenaire, et c'est ce que je souhaite aux ultimes, et c'est ce que je souhaite aux marins et aux sponsors qui travaillent là-dessus depuis des années, parce que ce serait bien mérité que cette classe aboutisse et qu'elle permette à des skippers et à des nouveaux partenaires de les rejoindre pour le futur. Ouais, une petite question de journaliste pour finir. Je vais peut-être pas la poser à Morgan parce qu'il est partie prenante dans ce dossier, du moins. En tout cas, il fait partie de l'équipage de Maxi de Mondreau aussi. Quel est ton regard, toi, sur la fameuse affaire SVR Lazartigue? Quel est ton regard extérieur sur cette histoire? Je suis sans avis parce que je connais pas les éléments, j'ai pas cherché à les connaître, donc j'ai pas vraiment d'avis. Je trouve juste que c'est dommage. Voilà, c'est dommage pour notre sport. Maintenant, je suis intimement persuadé que tout ça est assez complexe et pas forcément si simple qu'on voudrait le croire. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut pas se permettre d'avoir un avis sur un sujet comme celui-là à partir du moment où on dispose pas de tous les éléments. Et voilà. Et puis ça regarde, entre guillemets, ça regarde les acteurs de cette classe et pas les autres. Donc voilà. Maintenant, je souhaite qu'ils trouvent tous un accord et puis qu'ils arrivent à remettre ça le plus vite possible dans les rails, avec forcément des frustrations pour les uns et les autres. Je sais pas qui, parce que je connais vraiment pas les éléments, mais je pense que pour le bien de notre sport, il faudrait que cette affaire elle se résolve rapidement et que tous ces bateaux arrivent à se retrouver sur l'eau le plus vite possible. Très bien, puis on va souhaiter à tout le monde d'aller plutôt voir ce qui se passe sur l'eau que dans les prétoires, et on va vous laisser aller renaviguer tous les deux parce que ça enchaîne très très vite. Vous avez
vous avez des sacrées semaines. Toi, Vincent, en Ocean 50 dès demain ou après-demain, je pense. Demain, voilà, du côté de la Bretagne Nord. Et Morgan, au moins départ vendredi pour... je vais pas réussir à redire le nom de la course d'équipage du team au départ de Concarneau et à l'arrivée de Concarneau. Finistère Atlantique Challenge Action en France. Voilà, merci Axel. Merci à tous les deux. Bonne navigation. Et puis Axel, on se retrouve sans doute cet après-midi ou tout à l'heure sur nos divers moyens de communication. Bonne journée. Salut, merci, bonne journée. Bonne journée. Au revoir.